Oh, attends. J'ai entendu. Merde. Oh, Christophe. Si, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Maëva. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, tout le monde va bien? Ma Bonjour. foi, après quelques petites frayeurs, mais ça va. Ah oui, quelques petites frayeurs en lien avec le cas pratique? Non, c'est surtout que sur la convocation, il y avait 14 heures. Et à 14 heures, je me suis connecté et j'étais inquiet. Frayeurs partagées. Ah, Il y a encore eu des petits couacs là au niveau de l'orga. Je ne sais pas si c'est un souci de fuseau horaire, je ne sais quoi. Les heures étaient bien enregistrées, mais bref, je n'explique pas. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Plus on va faire de cas pratiques et de tables rondes, plus ça va rentrer dans l'ordre parce qu'à chaque fois, on affine les petits bugs techniques. Mais je suis vraiment désolée pour ces couacs que je ne maîtrise absolument pas non plus. Mais voilà, on fait de notre mieux. On avance comme ça. Mais bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes déjà présentes, que vous avez réussi à vous connecter, du coup. Donc, voilà. c'est une bonne nouvelle. Bonjour, bonjour Maëva, c'est Marie. Juste, j'ai signé la feuille de présence.
Oui. Et elle disait que ça allait donc de formation cas pratique d'aujourd'hui 14h à demain 15h. Non. C'est la faire toute la nuit. Alors, je suis navrée, je vais dormir entre-temps. Et donc, Non. c'est 1 heure, c'est ça? Ouais, c'est 1 heure. On sera ensemble de 15h à 16h. Alors, justement, là, je voulais aussi voir ça avec vous. Je vais peut-être modifier mon cadre en cours de fonctionnement, enfin de cas pratiques. On va voir parce que vous savez que les classes de cas pratiques, ce sont des classes qui ont été mises en place donc au début d'année. Donc, on a encore peu de recul sur si ça vous convient vraiment, si ça répond parfaitement à vos besoins ou pas encore tout à fait, parce que l'idée, c'est aussi justement de pouvoir nourrir vos besoins et de faire en sorte que vous puissiez vous sentir confortable et gagner en compétences, en connaissances, etc. Donc, ce que je vous avais proposé la dernière fois, c'était de vous présenter un cas pratique environ sur une demi-heure et puis une correction sur l'autre demi-heure. Enfin, et du coup, plutôt faire le contraire. Alors, on ferait la correction puis présenter un cas pratique. Je vous avoue qu'en bossant la correction de celui-ci, je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on se voit 1 heure et qu'on prenne 1 heure pour faire la présentation du cas suivant et finalement qu'on alterne. Donc, on va voir, peut-être aussi en fonction des questions, en fonction des participations, si vous avez envie de me faire vos retours sur comment vous avez vécu la chose, parce que c'est vrai que ça m'intéresse aussi et ça nous permettrait de prendre un petit peu plus de temps aussi pour échanger autour de ça. Donc, je laisse un petit point d'interrogation par rapport à ça. Je vais quand même juste vous demander, pour le confort de tous, de couper vos micros parce que ça peut faire parfois écho. Et puis parfois, certaines personnes oublient qu'elles ont le micro allumé. Alors, ça se mouche, on entend les enfants, le chien aboyer, c'est très vivant. Mais ça peut être un petit peu embêtant pour celles et ceux qui participent aussi. Par contre, si vraiment voilà, il y a besoin de participer, là, pour l'instant, on est un nombre gérable encore, donc faut pas hésiter. Et sinon, vous avez le chat, donc n'hésitez pas à vous saisir aussi du chat. Je vois déjà tout plein de petits bonjours. Je prends toujours le temps de lire le chat, de lire vos questions, d'y répondre. J'essaye. Et ouais, je vois plein de bonjours là d'ailleurs. Donc, de manière à ce qu'on puisse échanger quand même, parce que j'ai pas envie de vous laisser dans le silence, au contraire, mais il faut qu'on arrive à gérer le fait que ce soit en visio et le nombre de personnes. Donc, j'espère que ça vous va. Si ça vous va, vous pouvez me mettre plein de petits pouces. Je vois déjà, même avant que je le dise, bon, c'est parfait, il y a plein de petits pouces. On essaye de faire au mieux, puis je vous ai dit, on adapte. On adaptera aussi en fonction. Alors, j'aurais bien aimé que vous me disiez quand même, au moins dans le chat, moi, ça me permet aussi de savoir comment vous avez vécu ça, le fait de travailler sur ce cas pratique de votre côté. Est-ce que ça vous a pris la tête? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que, voilà, les petites difficultés auxquelles vous avez fait face? Ou au contraire, si ça a été très fluide pour vous, je me dis que forcément, à un moment donné, je pense que vous avez dû avoir des difficultés. Mais ça me plairait d'avoir un petit peu vos retours. Alors, je vois un message un petit peu plus long que les autres, donc je prends le temps de le lire. Valérie qui nous dit « Peu avancer sur la formation, je serai donc attentive et à l'écoute de ce premier cas pratique. » Oui, et je profite de ce message, merci Valérie, pour rappeler que les cas pratiques sont vraiment adaptés à tous, c'est-à-dire peu importe votre niveau. Et bien évidemment, le niveau d'exigence n'est pas le même, mais l'objectif du cas pratique, c'est de vous inviter à réfléchir de manière naturopathique. Et évidemment, vous allez connecter à vos limites, mais c'est aussi ce qui va vous permettre déjà de savoir ce qui vous manque et du coup d'accrocher encore plus facilement à la formation, à l'aspect théorique. Et effectivement, quand vous allez être dans la formation, ça va vous permettre de faire des liens justement avec ces cas pratiques et de faciliter l'apprentissage. Donc, soyez présents, même si effectivement, vous n'avez pas trop de bagages encore. Mais c'est normal. Et c'est normal de se sentir dans l'inconfort, surtout dans les premiers. Alors, Emmanuel nous dit « J'ai pris le cas pratique qu'hier, donc pas trop eu le temps de travailler dessus, mais merci d'être là quand même, Emmanuel. » Martine, j'ai adoré et ça m'a permis de faire des fiches mieux structurées de mes notes de cours pour trouver l'info. Mais parfait, merci Martine. Tu es l'exemple de justement ce lien qu'on peut faire entre théorie et pratique. Moi aussi, pas fait encore de cas pratique, mais c'est pas grave, bienvenue, tout le monde est bienvenu. Justement, on va voir comment ça va s'articuler. J'ai dû, hop là, Marie qui nous dit, j'ai dû rater quelque chose, mais je n'ai rien vu à préparer avant. Eh bien, c'est pas grave parce que tu verras les prochains. Moi non plus, très intéressant. Je me suis inspirée des 3 cas vus en cours. Oui, parce que vous avez aussi 3 cas
Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Il y a 3 cas vidéo qui vous sont présentés dans le module déroulement de séance. Oui, au déroulé de séance. Et donc, vous avez vraiment la séance, puis en dessous, le deuxième chapitre, je crois que c'est les cas pratiques qui vous permettent aussi de vous mettre un petit peu en condition. Hop là, alors du coup, comme ça défile, j'arrive plus à remonter. Pas trop le temps de travailler sur le cas pratique, un peu perdu avec cette organisation. Oui, parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, Célia, n'hésite pas à aller voir la table ronde du mois de février, justement, où on parle de tous les outils mis à disposition dans la formation. Ça permet de s'y retrouver et de faire le lien entre tout ça et de voir ce qui te convient le mieux. Marie, bonjour à tous. Intéressant de se confronter à un cas pratique. Beaucoup de travail et de doutes, mais cela m'a permis de reprendre les cours et c'est très bénéfique. Bah, super, merci beaucoup pour vos retours. Je sais que ça a été le premier, peut-être que voilà, vous n'avez pas bossé à fond, peut-être que oui, mais c'est déjà bien. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans le bain, de découvrir un petit peu ça et on va détricoter justement ensemble. Cécile nous demande comment accéder à ces tables rondes. Alors, il y a un mail qui est envoyé. Attention à ce que je vais dire. Il y a un mail qui est envoyé chaque dernier jour du mois avec un formulaire. Dans ce formulaire, vous avez la possibilité de remonter vos questions sur des points bloquants de la formation, sur des points à approfondir. Ces questions, moi, je les reçois. Ensuite, je regroupe tout et je fais ma petite cuisine pour les partager avec vous justement sous forme de table ronde ou de lieu où on peut échanger peut-être un petit peu plus facilement que dans les lives pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et là, vous êtes normalement, il y a eu des bugs, mais normalement informé quelques jours avant par mail et ça vous donne le lien en fait pour avoir accès à ces tables rondes. Elles ont été, je crois, j'ai pas vérifié, mais si c'est pas fait, ça devrait être fait bientôt. Elles ont été mises en ligne, je pense, sur la chaîne YouTube de l'école, parce que celles et ceux qui ne sont pas disponibles en présentiel peuvent le voir en replay et il n'y a aucun problème pour ça. Mais je sais qu'il y a eu des couacs au niveau des mails, donc ne vous inquiétez pas, comme je disais, ça va se mettre aussi en place. Est-ce qu'il va y avoir des rediffusions de ces tables rondes sur le site de la formation? Au moins sur la page YouTube et possiblement sur les sites aussi. Et alors, le formulaire, là, je ne sais pas. Pour tout cet aspect technique, il faudrait prendre contact peut-être avec l'école. Moi, je pourrais aussi leur en parler et voir si maintenant ça fonctionne mieux. On pourra peut-être aussi mettre le lien dans le groupe Facebook ou même mettre le lien aussi sur la plateforme. À voir, j'en parlerai avec l'équipe. Ça va voir si cette idée est pertinente pour eux. Les classes virtuelles sont enregistrées et accessibles sur le site. Pour l'instant, vous avez, en tout cas, à ce que j'ai vu, je ne suis pas retournée voir depuis, mais vous avez le cas pratique qui est en rediffusion sur la plateforme. Voilà, il y a un nouveau chapitre de classes virtuelles sur le site de formation. Exactement. Rediffusion des classes virtuelles, je crois, et c'est juste après l'introduction. Voilà. Bon, pour passer ces petits aspects techniques, on va peut-être pouvoir commencer si c'est OK pour vous. Hop, je vais essayer de mettre de manière à être plutôt… j'ai plein de fenêtres d'ouvert, je vous avoue, c'est le bazar. Chez moi, c'est le bazar total, mais on va s'en sortir. Bonjour à tous, pardon, je suis en retard, j'ai du mal à me connecter, on m'a demandé une signature, je ne suis pas très douée. Ce n'est pas grave du tout, tu es là, c'est le principal. Et justement, là, on va commencer la correction maintenant, donc c'est parfait. N'hésitez pas à continuer à participer, à partager vos réflexions, vos petites questions, vos doutes. Et je vous dis, si jamais on ne présente pas le cas pratique aujourd'hui, le nouveau cas pratique aujourd'hui, on le fera la prochaine fois parce que parfois, il faut aussi savoir prendre du temps quand c'est nécessaire. Alors, pour rappeler, comment je l'avais appelée? Cécile. Pour ramener Cécile à notre mémoire. Quels éléments on avait? Alors, donc nous étions face à Madame Cécile T, 42 ans, que j'avais décrit comme longiligne avec un terrain hypersensible, plutôt neuroarthritique. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà mis, mais en tout cas dans les descriptions, c'est un petit peu ce qui en ressortait, et qui avait une activité indépendante assez exigeante dans un environnement créatif, stimulant, qui demandait donc aussi pas mal d'adaptation, et qui venait nous voir principalement en tout cas, pour une fatigue chronique persistante qui semblait installée depuis plusieurs années et qui n'était pas améliorée par le sommeil. On avait la sensation que le sommeil ne rentrait pas trop en ligne de compte parce qu'il semblait suffisant et il semblait de qualité.
C'était une fatigue, enfin c'est une fatigue qui s'accompagne d'une tension nerveuse qui avait l'air quand même assez soutenue, assez constante. Il y a un petit côté hypersensible au niveau émotionnel, c'était quand même assez marqué. Et puis ce qu'il y avait aussi, c'était des malaises vagos récurrents. Et puis une fatigabilité importante qui pouvait contraster d'ailleurs avec son aspect assez dynamique, etc. Au niveau vasculaire, on avait des petits éléments qui nous indiquaient une petite fragilité aussi à ce niveau-là. Au niveau au niveau locomoteur aussi, puisqu'il y avait quand même des douleurs récurrentes depuis l'enfance, des troubles ORL à répétition et un petit terrain inflammatoire quand même qui semblait assez ancien. Il y avait un purpura rhumatoïde qui avait été documenté. On pourra en reparler tout à l'heure aussi. Je crois que je l'ai mis sur une autre diapo. Et puis, au niveau hormonal, on avait des règles abondantes, on avait une fatigue prémenstruelle qui était assez marquée et des signes fonctionnels qui pouvaient évoquer plusieurs choses, puisqu'il y avait notamment la frilosité, il y avait notamment les yeux gonflés, une sensation de se rétracter avec une difficulté à prendre du poids. Et au niveau de son alimentation, donc c'est une femme qui était végétarienne depuis 16 ans, je crois. Alors, depuis 16 ans ou depuis 16 ans, je ne sais plus. Vous l'avez de toute façon. Excusez-moi, en plus, comme j'ai bossé sur l'autre cas pratique entre-temps, je crois que oui, depuis 16 ans, et avec un statut en fer qui était quand même relativement bas, puisqu'elle avait une ferritine à 10 microgrammes par litre. Donc, on est face à une fatigue chronique, a priori pas expliquée par le sommeil, et on pouvait quand même déjà avoir des petits éléments, notamment au niveau du système nerveux autonome, là, avec les malaises et tout ça, on dit il y a peut-être quelque chose à réguler à ce niveau-là, et au niveau du fer aussi. Alors, bien évidemment, on va explorer toutes ces pistes-là, mais est-ce que c'est des choses que vous aviez vues? Vous vous souvenez, hein, là, je ne fais qu'un rappel de la présentation de notre cas. Ça vous parle, on est bien sur le même cas. Ouais, plein de petits pouces, tout ça. Ok, super. Tant que je vois des pouces, moi, ça me va. Je suis contente. Alors, donc oui, bah là, finalement, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, parce que je crois que je suis allée un peu plus loin que la diapo, mais on peut parler du terrain, on va dire globalement, entre guillemets, fragilisé, alors c'est un gros mot, fragilisé, mais qui s'est construit dans le temps avec une sensibilité inflammatoire, avec ce purpura. Est-ce que vous êtes allé chercher, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, le purpura rhumatoïde? Ouais. Il y a moins de pouces, ouais. Il y a des pouces dans tous les sens, là. Oui, parfois non. Alors, le purpura, pour vous dire simplement, et je rappelle que nous ne sommes pas médecins, que nous ne faisons pas de diagnostic, que nous ne mettons pas en travers d'une prescription médicale, mais qu'on a le droit aussi de savoir un petit peu de quoi il s'agit et qu'est-ce qui se cache derrière ces termes barbares. Le purpura rhumatoïde, en fait, c'est une inflammation. C'est une inflammation des petits vaisseaux. Alors, ça a un peu changé de nom, mais bon, elle me l'a dit comme ça. On l'appelle aussi la vascularite à IgA. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, ça concerne souvent les enfants qui ont eu une infection. Enfin, je veux dire, quand ça arrive souvent chez les enfants qui ont eu une infection ORL, comme une angine ou une rhinopharyngite. Et en fait, vous savez que concrètement, le système immunitaire, il va produire des anticorps qu'on appelle les IgA et dont on parle beaucoup dans la formation, dans la partie sur l'immunité. Et ces IgA, ce sont des anticorps qui sont spécialisés dans la protection des muqueuses. Ce sont nos armes un petit peu là pour défendre nos murailles. Donc en fait, on va les retrouver principalement dans les zones en contact avec l'extérieur, au niveau de l'intestin, au niveau des voies respiratoires, de la bouche, enfin bref, de toutes les muqueuses. On les a aussi dans nos sécrétions, comme la salive. On en retrouve aussi dans les larmes, on en retrouve dans le lait maternel. Voilà, c'est ce qui permet aussi aux bébés, aux nourrissons d'avoir des anticorps. Et donc, leur rôle, c'est vraiment d'agir comme une première barrière immunitaire qui vienne neutraliser certains virus, certaines bactéries, des toxines, etc., avant que ça ne pénètre plus profondément dans l'organisme. Et donc, on va avoir deux types d'IgA. On a les IgA dites sécrétoires qu'on va retrouver justement dans les muqueuses, au niveau du microbiote, etc. Et on a les IgA circulantes qu'on va pouvoir mesurer dans le sang. Et bien, dans le cas de cette vascularite à IgA, ces IgA-là, au lieu de rester bien circulants, ils vont venir se déposer dans la paroi des capillaires. Et c'est ce qui va déclencher une réaction inflammatoire à ce niveau-là. Donc, les vaisseaux vont devenir plus perméables. Et en fait, vous allez voir
des petites taches. Alors, c'est pas à nous de vérifier ça, mais c'est voilà, juste par curiosité intellectuelle, d'accord? Vous allez avoir des petites taches violacées qui peuvent apparaître sur la peau, surtout sur les jambes, sur les fesses. Et ce ne sont pas des taches qui disparaissent quand on appuie dessus, comme quand justement quand on a un coup de soleil ou du sang qui afflue, on voit ça fait une petite marque plutôt blanche quand on appuie dessus. Mais là, ça ne disparaît pas parce qu'en fait, on est bien sur une inflammation du vaisseau. Et ça peut être associé justement à des douleurs articulaires, à des douleurs abdominales. Alors, plus rarement, ça peut même aller plus loin parce qu'il peut y avoir des atteintes au niveau du rein, etc. Donc, ça justifie de toute façon toujours un suivi médical. Et si jamais on vient vous voir avec ça, il faut tout de suite renvoyer aussi vers le médecin, bien évidemment. Et dans une lecture de terrain, qui est celle qui nous intéresse ici, le fait d'avoir présenté à un moment donné un purpura rhumatoïde dans l'enfance, eh bien, ça peut traduire une sensibilité immunitaire, enfin une sensibilité inflammatoire, notamment au niveau des muqueuses. Et on voit qu'effectivement, il y a quand même eu des épisodes aussi assez répétés au niveau ORL. Mais voilà, ça reste une pathologie aiguë qui relève de la prise en charge médicale. Mais nous, ça nous donne une indication sur le terrain. On fait bien la différence, d'accord ? Ok, bon là je vois, tout va bien. Alors soit je vous ai séché et assommé, soit tout va bien. Je vais partir du principe que tout va bien. Ça y est, je revois les petits pouces, c'est bon, ça va mieux. Ah, j'ai vu, non, j'ai cru voir une petite tête un petit peu, j'allais dire suspecte, non, circonspecte, c'était plutôt ça. Non, ça va, tout va bien. Bon, c'est parfait. On avait parlé aussi de la sphère hormonale. Oh, fragile, c'est pareil, c'est un grand mot, mais avec des règles abondantes, des règles douloureuses, il y avait une fatigue cyclique, il y avait des signes fonctionnels. Alors là, j'ai mis entre parenthèses, enfin, thyroïdien, point d'interrogation. Il y avait quand même un petit piège, parce qu'effectivement, il y avait cette frilosité, il y avait les yeux gonflés, notamment le matin, mais pour autant, on était chez quelqu'un qui se rétractait et qui avait du mal à prendre du poids. Donc ça peut être une piste à aller chercher, la thyroïde, mais la frilosité et les yeux gonflés, ils peuvent aussi s'expliquer par d'autres choses. Donc il ne faut pas forcément foncer tête baissée en se disant « ça y est, c'est que la thyroïde est fatiguée ». Pas forcément. La frilosité aussi, elle peut être liée tout simplement à la carence en fer. Enfin, en tout cas, au déficit en fer. Là, on ne parle pas de carence parce qu'elle est dans les normes labo. Mais alors, je vais vous mettre les petits points à approfondir. Ça, c'était les grands axes que je voulais que vous questionniez. Et j'aimerais, au moins dans le chat, que vous me disiez ce que vous n'avez pas vu, ceux auxquels vous n'avez pas pensé. Et évidemment, il y en a qui vont être plus pertinents que d'autres dans notre recherche par rapport à ce terrain. Et j'aimerais bien que vous me fassiez ce retour-là sur les petites choses à approfondir. Bon, si ça vous parle, en tout cas, je ne sais pas si ma manière de formuler la question est pertinente pour vous, mais en tout cas, ouais, si ça vous parle, ça me dirait bien. Parce que, ok, super, histamine, SNC, ouais, on va en parler. En plus, c'est des choses qu'on n'a pas vues. En tout cas, l'histamine, on ne l'a pas encore vue. SNC. Alors, SNC, c'est le système nerveux central. DNS, c'est le questionnaire. Alors, on en parle dans la partie phytothérapie. Le chapitre système nerveux. Le DNS, c'est le questionnaire dopamine, noradrénaline, sérotonine. En fait, c'est l'équilibre des neurotransmetteurs. SNA, c'est le système neurovégétatif, le système nerveux autonome. OK ? Pour que vous puissiez aussi voir là, mais effectivement, l'histamine, on n'en a pas parlé en cours. Donc, SNC, DNS et SNA, d'ailleurs, Kesako et EBV. L'EBV, c'est le nom barbare Epstein-Barr virus, et on va en parler. Et on n'en a pas encore parlé dans la formation. C'est aussi pour vous apporter des éléments supplémentaires, les cas pratiques. Alors, c'est pas pour vous dire, oh là là, on est noyé sous les infos, c'est pas ça du tout, mais c'est pour vous ouvrir des perspectives. Infection froide, histamine, cortisol, pas vu micronutrition, infection froide, histamine. Ok, il y a quand même des choses du coup qui ressortent et effectivement, ce sont beaucoup les choses qu'on n'a pas encore vues, donc c'est très bien. Glycémie et infection froide, histamine, stress oxydatif, ok. L'histamine, oh là là, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent en cabinet, l'histamine. On pourra en parler peut-être un petit peu plus en détail. Neuroinflammation. Ok, je vois que vous avez quand même fait vous avez mené une sacrée réflexion, quoi. Alors, pourquoi chacune de ces pistes peut avoir un
effet sur la fatigue. Parce qu'en fait, c'était le motif. Bien sûr, nous, on parle du terrain. Donc, on met ce motif de fatigue en lien avec le terrain et en cuisinant tout ça à nouveau, on ressort avec ces différentes pistes, qui ne sont sans doute même pas exhaustives. Mais c'est celles qu'on pouvait quand même creuser peut-être de manière plus facile. Maëlys nous dit, le docteur Wetchoko a écrit un livre sur l'histamine. Je ne crois pas l'avoir lu. Merci beaucoup pour ce partage, Maëlys. Il faudrait que je l'écrive. Je vais prendre mon petit papier, mon petit crayon, et puis je vais noter cette référence pour aller chercher. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant. Mais il y a plein de sujets passionnants. Les infections froides, le BV aussi, la glycémie aussi. Affaiblissement des défenses immunitaires. Ouais. Oui, l'immunité. C'est vrai que je ne l'ai pas noté comme ça en plus, effectivement. Elle fait partie. Infection froide, stress oxydatif un petit peu, mais c'est vrai que je ne l'ai pas mis de manière claire. Et pourtant, en plus, vous allez voir dans les cures que je propose, j'en parle après. Stress chronique. Mais oui, je n'ai pas mis stress. Ah oui, alors je pensais peut-être plutôt dans le système nerveux. Oui, oui. Ouais, stress chronique. Mais là, on était sur un bon cas quand même. Système nerveux autonome, SNA. Déséquilibre acido-basique. Super, Martine. Très bien. Ouais. Parce qu'on est sur justement un type de profil aussi à tendance à se déminéraliser. Tout à fait. Génial. Franchement, je suis trop contente. Rétablir l'axe HHS, oui. Hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Carence en protéines, iode, oui, Maëlys. Ça, c'est des choses qu'il va falloir soulever. Vous vous rappelez, on avait peu d'infos sur l'alimentation parce qu'il y avait eu d'autres choses qui avaient été développées et cette personne souhaitait plutôt faire son bilan alimentaire de manière, j'ai envie de dire, plus carrée, plus concrète pour qu'on puisse le retravailler ultérieurement. Donc, c'est un des grands axes qu'on voit normalement dans un bilan, dans une première séance, mais qui, cette fois, n'avait pas été vu. Et c'est aussi pour vous montrer que parfois, ça peut se passer comme ça et c'est OK. Peut-être une carence en sérotonine. Ouais, il me semble qu'il y avait des petits signes. À creuser, effectivement, la piste DNS, justement. Alors, la digestion, elle est toujours de toute façon à vérifier parce qu'en fait, et dans ce cas-là, ça se tient complètement puisque c'est le premier poste énergétique du corps. Donc, quand il y a fatigue, si on digère mal, forcément, on aura beau avoir même une assiette qui est canon. Si l'assimilation ne se fait pas et qu'on digère mal, malheureusement, on ne va pas tirer parti de ce qu'on mange. Et cette digestion consomme aussi de l'énergie. Donc, ça veut dire que si l'assiette est trop complexe, si ça dépasse nos capacités digestives, on va plus consommer d'énergie qu'en avoir presque. Enfin, je caricature à peine. Et c'est ce qui peut expliquer aussi les fatigues post-prandiales, les siestes d'après-repas. Qui peuvent parfois justement parler de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il y a un petit terrain inflammatoire quand même, on sait très bien que si la digestion est perturbée, parce que voilà, s'il y a une dysbiose, un déséquilibre du microbiote ou autre, ça peut aussi favoriser cette inflammation. Alors, différence entre alimentation et micronutrition. Différence entre alimentation et micronutrition. Alors, l'alimentation, on va plutôt être sur des choses, on va dire, générales, des règles générales de diététique, on pourrait dire ça comme ça, avec la construction de l'assiette, avec la chrononutrition, avec l'heure des repas, avec vraiment l'alimentation telle qu'on l'entend, j'ai envie de dire, dans le sens commun. La micronutrition, on va quand même chercher un petit peu plus loin sur, justement, tout ce qui n'est pas macro-éléments, mais tout ce qui est petits éléments, les vitamines, les minéraux. Donc, on va aller voir, par exemple, la vitamine D, la vitamine B9, B12, le fer, l'iode, le zinc, etc. Le magnésium, toutes ces choses-là, où on va avoir un œil un petit peu plus précis et qui, parfois, manquent, d'ailleurs, dans l'alimentation, même quand on a une alimentation parfaite. Et il faut savoir que certains terrains vont faire fuir plus facilement certains micronutriments que d'autres. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à, par exemple, recharger leur stock. Enfin, leur stock, on ne parle pas vraiment de stock d'ailleurs, mais pour imaginer que ça se passe comme ça, de magnésium. Ils vont faire fuir le magnésium beaucoup plus facilement que d'autres. D'autres, ça va plutôt être le fer, etc. Donc, en fait, en fonction des terrains, et ça, ce sont des choses qui sont développées aussi dans la partie micronutrition et dans la partie iridologie avec Patricia, il me semble. Donc, en tout cas, la digestion, pour vous dire, elle va avoir un impact sur cette fatigue et sur l'inflammation. Donc, on va optimiser ça. Parce que, donc oui, on a parlé de l'assimilation des nutriments. S'il y a
une dysbiose, un déséquilibre du microbiote, on va avoir une activation immunitaire qui va être chronique. Et ça aussi, ça va détourner énormément d'énergie. Il peut y avoir des fermentations, il peut y avoir ce qu'on appelle des endotoxines, enfin bref, des petites choses qui passent, qui vont surcharger le foie et qui vont aussi favoriser cette fatigue, par exemple. Et on parlait de la sérotonine aussi tout à l'heure. On sait que l'axe intestin-cerveau est un axe très important et que d'ailleurs le confort cérébral presque et émotionnel prend aussi racine dans l'intestin. Catherine nous parle des messagers pro-inflammatoires, l'interleukine 6, le TNF-alpha, oui, c'est ça, c'est l'inflammation. Ce sont des messagers de l'inflammation. Maëlys, les LPS, les endotoxines, mais oui, mais je vois que vous suivez les cours, que vous les retenez surtout. Fatigue chronique, inflammation, oui. Et j'ai vu, Martine, que tu nous avais écrit un message que je n'ai pas lu tout à l'heure. Alors, sens de sa vie, elle exerce un métier à l'opposé de son naturel de conservation de l'énergie neuroarthritique. Elle s'épuise à lutter contre sa nature. C'est très intéressant. C'est pour ça que c'est toujours pertinent de remettre la personne dans son contexte. T'as vu, on bosse. Ouais, franchement, bravo. Hein. Je vois, là, vous êtes au taquet, c'est génial. Bon, alors l'alimentation, donc on va voir quoi? Bon, de toute façon, on va avoir le bilan alimentaire, mais on va avoir on va sortir notre petite loupe sur justement la densité en micronutriments. Est-ce qu'on est avec des aliments qui nous apportent déjà au moins le minimum de micronutriments? Est-ce qu'on est sur des aliments raffinés ou sur des aliments complets? Est-ce que ce sont des aliments transformés? Est-ce que ce sont des aliments bruts? Les modes de cuisson, etc. Tout ce qui est développé dans le module micronutrition et qui nous permettent justement d'avoir un apport suffisant. Oméga 3, ouais, oméga 3, arginine. Oui, et puis alors il y a tout l'aspect protéique aussi, parce qu'en plus, bon, on est chez une végétarienne. Alors déjà, sans être végétarien, on peut manquer de protéines. C'est un facteur de risque supplémentaire, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même un équilibre à avoir dans l'assiette. Et la vitamine B12, effectivement. Et ça, je vous en ai parlé aussi après. Alors, je vous dis tout de suite qu'on n'aura pas le temps de voir le deuxième cas aujourd'hui. Hein. L'autre fois, parce que et je trouve ça trop chouette qu'on puisse participer. Je préfère ça. Je ne sais pas vous, mais voilà, moi, je préfère ça. Comme ça nous permet aussi de prendre le temps. Vitamine B12, zinc, iode. Ouais, complètement. Complètement. Je dois partir. Désolée, je regarderai la suite en replay. Merci Maëva. Merci Martine. À bientôt. Vegan, B12, pas végétarien. Oui, alors en plus, en sachant que la B12, elle est quand même plutôt synthétisée par le microbiote, végétarien a moins de risques, effectivement, que végétalien, tout à fait. Hein, on surveille quand même. Et puis, il y a d'autres choses à prendre en compte avec la B12 et la B9, c'est qu'on n'est pas tous égaux pour l'activer. Mais ça, je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est très, très technique. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à l'alimentation ? S'assurer de la chrononutrition pour avoir justement les bons neurotransmetteurs au bon moment. Quand on prend un petit déjeuner, par exemple, qui n'apporte pas les protéines nécessaires, déjà, ça a une implication sur l'énergie, sur l'humeur. Et puis, sur la glycémie. Et la glycémie, c'est aussi un élément à prendre en compte. Je rigole parce que je vois Maëlys qui nous parle du MTHFR. Maëlys, tu as vu juste quand je parlais de l'activation de la B9 et de la B12. Oui, c'est ça. Oh, mais vous êtes au taquet, c'est incroyable. Je prends beaucoup de plaisir. Apporter du tryptophane et de la tyrosine. Exactement. Le tryptophane qui est le précurseur de la sérotonine et dont on va avoir besoin plutôt en fin de journée, en fin d'après-midi. Dans une heure, là, on peut tourner au tryptophane à peu près pour avoir une bonne sérotonine, entre autres. Et la tyrosine plutôt le matin pour la dopamine. Si on apporte la tyrosine le soir, elle va servir pour synthétiser les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est pas non plus si déconnant. Du coup, là, ce serait hypothyroïdie. Eh bien, on ne sait pas, Sandrine, parce qu'il y a des signes, effectivement, qui peuvent montrer, on avait parlé de la frilosité, on avait parlé du tempérament un petit peu angoissé, on avait parlé des yeux gonflés le matin, je crois, c'était les signes principaux, mais pour autant, c'est une personne qui se rétracte et qui ne prend pas de poids, elle a même du mal à prendre du poids. Donc, est-ce que c'est vraiment thyroïdien ou est-ce que c'est plutôt lié à l'équilibre acido-basique, au stress ? Mais ça pourrait être intéressant d'aller chercher le fonctionnement de la thyroïde. En plus, il y a une carence en fer et on sait que le fonctionnement de la thyroïde, j'aime pas cette formule, mais est impacté par la carence en fer. Alors,
Tryptophane dans les légumineuses, oui, par exemple. Les légumineuses qu'on essaye d'associer à des céréales pour avoir des protéines complètes et conseiller la micro-immunothérapie. Oui, pourquoi pas. C'est une méthode, effectivement. Ah, j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai dit aussi? Je viens de penser que j'ai pas parlé de la mitochondrie, mais ça, c'est pareil, c'est pas grave, on en parlera plus tard aussi. Donc en micronutrition, bah, de toute façon, on avait déjà un fer qui était dans les chaussettes. Déjà rien qu'en remontant le fer, à mon avis, chez cette personne, il y a quand même beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parce qu'en fait, le déficit en fer, il peut avoir après des implications à différents niveaux, et il y avait quand même des signes assez évocateurs, je pense. Donc, la micronutrition, on peut penser au fer, on peut penser aux vitamines du groupe B, on peut penser à l'iode pour la thyroïde, par exemple. On peut penser au zinc, à la vitamine D, etc. Même éventuellement la coenzyme Q10 pour la mitochondrie, mais là, je vais vous perdre, on n'en a pas encore parlé. Bon, la glycémie, juste parce que voilà, les fluctuations de glycémie, bah, c'est aussi une cause majeure de fatigue. Donc, on peut très bien aller voir à quel moment elle se sent le plus fatiguée. Donc ça peut être une piste à approfondir, parce que je ne crois pas vous l'avoir dit dans la présentation de ce cas-là. Vous avez un live sur la fatigue qui a été réalisé, et ça permet de savoir aussi quelle piste creuser quand on arrive à déterminer à quel moment la fatigue se fait le plus sentir dans la journée. Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que c'est plutôt juste après manger? Est-ce que c'est plutôt en fin de matinée, vers 15h30, 16h? Tout ça, ça va nous donner des indications si justement on est plus sur le DNS, enfin l'équilibre des neurotransmetteurs, sur la glycémie, sur la thyroïde, sur les surrénales, etc. Et pour les tissus iododépendants, c'est super important, l'iode. Oui. Et on pourrait même aller plus loin en se disant, c'est important d'avoir un apport en iode, certes, mais c'est aussi important d'éviter ce qui vient empêcher la fixation et l'assimilation de l'iode. Donc, tous les perturbateurs endocriniens, rien que de boire l'eau du robinet, directement du robinet, sans filtre, sans rien qui contient du chlore, par exemple, ça vient perturber l'assimilation de l'iode. Par exemple, les halogènes, exactement, qui sont développés dans la partie micronutrition. C'est parfait, mais qu'est-ce que j'ai à vous apprendre, moi? À quoi je sers aujourd'hui? Alors, est-ce que, si on peut parler, ah ouais, on est au taquet, je vois ça. On peut parler aussi, du coup, à l'hydratation, on n'en a pas parlé. Je suis en train de placer les petits trucs. Donc, l'histamine. Ah oui, l'histamine. Bon, le système nerveux, on est plus sur l'axe stress, l'équilibre des neurotransmetteurs. On va aller voir aussi son système nerveux végétatif, parce que c'est lui, en fait, c'est le système nerveux autonome qui va répartir l'énergie. C'est aussi lui qui va faire en sorte que le sommeil, par exemple, est réparateur. C'est une personne qui est un peu en état d'alerte, et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais présenté ses yeux, je suis quasiment sûre de l'avoir dit, elle avait un hippus, ça montrait en état d'alerte déjà. Donc, on avait quand même une petite ce qu'on appelle une dystonie, quoi. On voyait qu'il y avait quand même quelque chose aussi qui se jouait au niveau de ce système nerveux-là. Donc, je pense que des petites techniques, même respiratoires, de gestion du stress, de relaxation, ça peut être important. Alors, Laurie, lève la main. Veux-tu nous dire quelque chose, Laurie? Non? Ou c'était peut-être une fausse manip? On ne sait pas combien d'eau elle boit par jour, ni comment elle évacue. Et bien voilà, ça c'est une question qu'on pourra lui poser. Je vous avais dit qu'il allait manquer des infos, c'est normal. Et donc, il faut vraiment noter ces questions-là, parce que ce sont des questions importantes. Alors, l'histamine, pour faire un petit point sur l'histamine. L'histamine, c'est un médiateur inflammatoire qui intervient à plusieurs niveaux, qui intervient même au niveau du cerveau. C'est grâce à l'histamine qu'on est en état d'éveil. C'est c'est l'histamine, c'est elle qui va favoriser aussi la dilatation des vaisseaux. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, quand on a une crise allergique, les vaisseaux vont se dilater, on est tout congestionné, etc. Parce qu'en fait, c'est l'histamine qui fait ça. Mais on peut avoir un excès d'histamine pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer aujourd'hui et qui peuvent favoriser les maux de tête, qui peuvent perturber le sommeil, qui peuvent activer le système immunitaire et favoriser justement cette inflammation de bas grade aussi qui semble y avoir chez elle. Et on sait aussi qu'une charge importante en histamine, ça consomme énormément, par exemple, de zinc, de vitamine B, et ça entretient
vraiment ce cercle vicieux-là, enfin ce cercle vicieux, je ne sais pas si c'est vraiment un cercle vicieux, mais en tout cas, ça entretient ces axes de fatigue et d'inflammation. Donc, c'est aussi une piste qu'on pourra aller chercher. Et il y a des aliments qui favorisent, en fait, les aliments riches en histidine vont apporter donc de l'histidine qui peut être convertie notamment au niveau du microbiote en histamine. Et là, on a des microbiotes qui varient en fonction des personnes et certains convertissent beaucoup en histamine et ça peut dépasser les ressources, les enzymes de chacun qui normalement viennent la dégrader. À un moment donné, on n'arrive plus à la dégrader et on va avoir des effets qui peuvent se manifester. Ça va être, par exemple, typique des personnes qui vous disent je comprends pas, des fois, quand je mange ça, ça passe, et des fois, ça passe pas du tout. On n'est pas sur une intolérance nette. Alors après, c'est toujours aussi variable en fonction de la fatigue, en fonction de certains facteurs, mais ça reste quand même un petit élément qui vient alerter. Et l'histamine, donc dans les aliments riches en histidine, moins c'est frais, plus c'est riche en histamine. Les épices qui commencent à coaguler, là, vous savez, quand vous avez des petites épices en poudre et puis ça fait des petits moutons là, à l'intérieur, c'est riche en histamine. Le poisson en boîte, s'il a été, s'il n'est pas, comment dire, mis en boîte hyper frais, c'est pareil, ça peut favoriser l'histamine. L'alcool, ça favorise l'histamine. Donc, il y a des aliments comme ça qui font un petit peu réagir. Mais on en reparlera de ça. On ne connaît pas son moyen de contraception également. Je ne suis pas sûre qu'elle en ait. Je me souviens plus, j'avoue, Laurie. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faudrait que je revérifie. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait les moyens de contraception. Alors, l'hydratation. L'hydratation, je vais pas revenir dessus. Ah, j'essaye de vous caser un petit live là sur l'hydratation depuis longtemps. Les infections froides. Alors, les infections froides. Ça, c'est pas développé et on en reparlera parce que c'est trop important. Une infection froide, c'est une infection qui persiste. Alors, mais à l'état latent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui a rencontré un microbe. Dans ce cas, notre Céline a rencontré, Cécile, bref, notre consultante a rencontré un virus qui s'appelle Epstein-Barr virus, puisqu'elle a eu une mononucléose infectieuse. Et ça, on en avait parlé donc la dernière fois. La mononucléose infectieuse, c'est donc une infection qui est liée à ce virus Epstein-Barr. Et ce virus Epstein-Barr, donc le BV, c'est un virus qui est très malin, parce qu'en fait, il arrive à infiltrer les cellules du système immunitaire, certaines cellules du système immunitaire. C'est comme si vous aviez, mon cher collègue Pascal Mensa, le docteur Pascal Mensa qui a expliqué ça comme ça, et je trouvais ça génial, comme si vous aviez un voleur qui allait infiltrer l'équipe le commissariat de police. Et bien forcément, c'était là où finalement on s'attendait moins à voir le voleur et puis du coup, il passe inaperçu. En fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le virus va rester dans le corps, normalement à un état latent. Et parfois, il y a ce qu'on peut aussi appeler des réactivations virales, où il va se manifester un petit peu plus avec une symptomatologie qui va être plus importante. Donc, le virus reste dans le corps, mais ça peut occasionner différents déséquilibres. Et très souvent, ce qu'on appelle le SFC, le syndrome de fatigue chronique, je ne dis pas que c'est ça chez cette personne. Je ne dis pas que c'est ça. D'ailleurs, on ne fait pas de diagnostic, je vous le rappelle. Mais ce qu'on appelle ce syndrome de fatigue chronique, très souvent, c'est lié à la présence d'Epstein-Barr virus. Donc, les infections froides, ça reste des choses qui sont à chercher. Les candidoses chroniques, par exemple, on peut parler aussi d'infection froide. Quand on est sur une infection chronique récurrente, on peut parler d'infection froide. Il y a le HSV, le CMV, enfin bref, il y a plein de V qui permettent d'avoir des petites idées de quoi chercher. Et là, par exemple, je crois que c'est Catherine qui nous parlait de la micro-immunothérapie. Ça peut être très intéressant, justement, pour ça. Mais on en reparlera. C'était aussi pour pouvoir introduire un petit peu le sujet. Alors, fois détox, parce que c'est vrai que souvent, quand c'est possible, bien sûr, en tout cas, c'est à creuser. On ne va pas forcément drainer quelqu'un de fatigué, mais éventuellement détoxifier, parce que parfois, ça permet de retrouver aussi de la vitalité et de la légèreté. Alors, la thyroïde, donc éventuellement, c'est à rechercher. Je crois qu'on a parlé des bilans complémentaires. Je vous avais demandé de réfléchir à ça. On pourra regarder ça. Le sommeil, ça n'avait pas l'air d'être
très problématique, en tout cas selon ses dires. Ça ne nous empêche pas d'aller vérifier la qualité du sommeil. Et puis, le stress oxydatif, bon, on peut mettre le lien avec l'inflammation et la santé de la mitochondrie éventuellement. Mais on va garder en tête l'inflammation. Voilà, en gros, les points à approfondir. Et vous m'en avez donné d'autres qui étaient hyper intéressants, hein, l'équilibre acido-basique, etc. Même justement le contexte, le sens de sa vie et tout ça. C'est à garder en tête. Valérie nous dit, je vais juste vous mettre la diapo suivante. Hop là. Une fois que l'on a listé les points à approfondir et les pistes à suivre, comment avance-t-on dans l'analyse? Il faut développer chaque point nous concernant ou uniquement par des questions et mettre des hypothèses, je ne me rends pas compte. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que quand tu vas échanger avec la personne, il y a des choses qui vont sauter aux yeux. Et plus vous allez pratiquer, plus ça va vous sauter aux yeux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez ouvrir plusieurs portes et vous allez vous rendre compte que par rapport aux questions que vous allez poser, il y a des choses qui vont être plus pertinentes que d'autres. Par exemple, la thyroïde, comme je vous ai dit, OK, il y a frilosité et les yeux gonflés, mais en même temps, on se rend compte qu'on est plutôt chez quelqu'un qui se rétracte, qui n'a pas forcément un métabolisme qui est ralenti. Est-ce que vraiment ça vaut le coup qu'on aille investiguer, qu'on fasse tout le questionnaire sur la thyroïde, etc. Alors, pourquoi pas? Parce que ça va nous permettre aussi d'être peut-être un petit peu fixés, mais c'est peut-être pas prioritaire. Alors qu'on s'est rendu compte que au niveau du système nerveux autonome, il y avait quand même des signes qui étaient importants, au niveau du fer, donc la micronutrition, et puis au niveau des infections froides, par exemple, avec cette mononucléose, etc. Donc, il y a des portes parfois qui se referment et d'autres qui vont s'ouvrir. Et après, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais aussi dans la première table ronde là, de mois de janvier, c'est de réussir à structurer son raisonnement et puis à prioriser parce qu'il y a des choses qui vont nous paraître plus importantes que d'autres. Sans dosage, TSH, T3, T4. Alors oui, normalement, on est censé être capable d'observer une clinique d'hypothyroïdie. Je ne parle pas ni de diagnostic, ni de quoi que ce soit, mais on peut avoir des signes évocateurs d'une clinique d'hypothyroïdie. Et d'ailleurs, vous avez des bilans TSH, T3, T4 qui sont absolument parfaits et pour autant, on a une clinique d'hypothyroïdie parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et dont on pourra parler, et dont je parle d'ailleurs, je crois, pendant les cours. Donc, vraiment, le questionnaire, c'est ce qui prime. Après, quand on a des analyses, c'est sûr que c'est mieux parce que nous, ça nous permet d'objectiver des choses, même si on ne va pas avoir la même lecture que le médecin. Et j'insiste vraiment là-dessus. On ne fait pas de diagnostic, vraiment. Nous, ce qu'on veut voir, c'est à quel point on est dans les normes santé ou pas. On ne tient presque pas compte même des normes labo. Ce qui nous intéresse, c'est les normes santé. C'est vraiment ça. C'est de voir comment le corps fonctionne à l'état optimal, quoi. Voilà. Ça va jusque-là? Alors, on a impec, super. Là, vraiment, le point d'attention était lié aussi à l'alimentation. Où on pouvait soupçonner déjà un petit manque notamment de protéines. Je crois que ça avait été quand même évoqué, même s'il n'y avait pas eu de bilan qui avait été fait. Et puis cette ferritine qui était très, très basse. Ça, vraiment, ça nous saute aux yeux. Sachant qu'en plus, dans un terrain inflammatoire, même une petite inflammation, la ferritine peut avoir tendance à augmenter. Donc là, on est clairement sur un déficit en fer, hein, de toute façon. Nous, on vise, donc par exemple, dans les normes labo, alors j'avais dû vous mettre ça, voilà. Ici, par exemple, les normes labo, on nous apprend que la ferritine doit être entre 10 et 291. Chez une femme réglée, on aime bien quand elle est quand même autour de 60-80, quoi. Hein. 10, déjà, on a un peu le moral dans les chaussettes, on n'est pas très en forme et on est un peu pâle. Un peu palote. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les normes labo, OK, mais on va quand même un petit peu plus loin que ça. Donc, alors, hop là, Maëlys, pardon, je me coupe, désolée. Alors, avec le déficit en fer, la thyroïde ne peut pas bien fonctionner, cofacteur. Et oui, exactement. Exactement. Donc, est-ce que ça ne vaut pas le coup plutôt de commencer par ça, plutôt que de relancer la thyroïde d'une autre manière? Là, en fait, on a cette fatigue persistante, malgré les 8 ou 9 heures de sommeil, je ne sais plus. On a des règles abondantes. On a une ferritine qui a 10 microgrammes par litre. On a la frilosité. On a une hypersensibilité nerveuse. On a des malaises. On a un végétarisme qui est quand même assez ancien. On peut se dire, effectivement, là, le statut en fer, il peut être
à remonter. Et pour moi aussi, il me semble prioritaire, Maëlys, effectivement. Et je pense que c'est la première chose que j'avais, enfin, une des premières choses que j'avais dû dire à cette personne, avec tout ce qui est en lien avec l'axe du stress. On va en reparler. Alors là, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Donc, vous aviez accès à cette partie du bilan donc, qui montrait la ferritine. On avait en même temps l'inflammation. On n'était plus sûr de l'inflammation aiguë. On était dans les normes labo. Bon, là, c'est pareil, je ne vais pas forcément rentrer. Je m'étais dit que si on avait le temps, je pourrais vous parler un petit peu de l'électrophorèse des protéines sériques. C'est un nom barbare, certes. Ça peut nous donner des petites indications. Je m'étais dit que je pourrais m'en servir pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là, on ne va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. C'est pas grave du tout. En fait, en gros, ça mesure la répartition des différentes fractions protéiques sanguines. Ça permet d'évaluer l'état inflammatoire, l'état immunitaire, mais aussi l'état nutritionnel. Et chez Cécile, Céline, je ne sais jamais comment je l'ai appelée, cette dame, chez Cécile, je crois, on est sur un profil plutôt rassurant, puisque bon, les protéines totales, elles sont dans la norme, puis voilà, on a d'autres protéines, on est plutôt dans la norme, donc objectivement, j'imagine que le médecin dirait qu'il n'y a pas d'inflammation aiguë, qu'il n'y a pas d'activation immunitaire, qu'il n'y a pas d'atteinte hépatique, que tout roule, quoi, j'imagine. Nous ne sommes pas médecins, donc on n'a pas de toute façon à donner un compte-rendu par rapport à ça. Nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une petite baisse des protéines totales et des alpha-2, mais qui peut être associée justement à cette ferritine très basse. Et ce que ça suggère, c'est ça qui est intéressant pour nous, ce que ça suggère, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être face à un terrain qui a peu de réserve. Donc, on n'est pas forcément dans de l'épuisement, mais on se dit, waouh, il faut vraiment recharger là, en fait, à ce moment-là. C'est ça, le bilan est nickel, hein, mais c'est juste que nous, ça nous indique quand même qu'à un moment donné, oui, il va falloir recharger, que l'organisme, il tient en équilibre, mais au prix quand même d'une adaptation permanente et ce qui pourrait évoquer à terme un épuisement fonctionnel, en fait. Donc, a priori, il n'y a pas de désordre aigu. De toute façon, on ne travaille pas avec l'aigu, donc ça nous va bien, mais ça reste cohérent avec un terrain qui est un petit peu stressé et limité en énergie. Voilà. Mais ça, on prendra le temps de discuter de tout ça. C'était aussi pareil, pour commencer à vous familiariser avec tout ça. Et sincèrement, on n'a pas besoin de savoir lire ça pour être naturopathe, franchement. Donc, si ça ne vous intéresse pas, n'ayez pas peur, vous pourrez exercer pareil. Alors, l'iridologie, est-ce que vous voulez me noter, avant que je lise vos messages, est-ce que vous voulez me noter un petit peu ce que vous avez vu dans les yeux de cette dame. Et moi, j'en profite pour lire vos petits messages pendant ce temps-là. Alors, mais on ne sait pas non plus si elle a déjà un traitement médicamenteux. Il ne me semble pas. Migraine ophtalmique, maman ayant eu une infection aux yeux, peut-être partir sur fleur de bac pour couper un certain lien transgénérationnel. Ouais, les fleurs de bac, ça va être très intéressant en plus dans son cas, effectivement. J'en ai conseillé. Je crois que je vous les ai notés, je ne sais plus, à la fin, où moi, je me suis mis une petite note pour vous les dire. Il ne faudrait... Hop là. Des fois, je commence à lire vos messages et puis comme ça continue d'écrire, pouf, ça rebascule tout de suite sur le dernier et je suis obligée de remonter. Il ne faudrait pas revitaliser dans un premier temps, réduire les différentes carences et remonter les réserves. Oui, Elsa, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et je vous ai mis justement après les différentes cures et je crois que c'est exactement ça que j'ai proposé ou vraiment à une ou deux nuances près. Angela, je suis au tout début de ma formation. Je ne connais pas toutes ces abréviations, MTHFR et autres termes, tyrosine, halogène, etc. Bienvenue Angela dans la formation. Ce sont des termes qui vont s'éclairer au fil du temps. Pour qu'on parte sur une base assez commune, donc n'hésitez pas à me dire justement quand il y a des termes barbares. MTHFR, tu n'as absolument pas à le retenir pour l'instant. En fait, c'est une variation génétique qu'on appelle MTHFR. C'est le gène de la méthylation, qui est un autre nom très compliqué, mais en fait, qui nous permet d'activer notamment la vitamine B9 et la vitamine B12. Et il y a certaines personnes qui ont une mutation sur ce gène-là, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à activer ces vitamines. Et donc, on va avoir après un risque de développer certains déséquilibres dans l'organisme. Là, c'est vraiment au niveau génétique et c'est très, très technique. Mais voilà, pour expliquer, parce qu'il y a des vitamines qu'on peut avoir et qui vont avoir plusieurs formes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est les formes actives, forcément, parce que c'est elles qui vont être le plus intéressantes pour nous.
La tyrosine, c'est un acide aminé donc une petite perle de protéines, puisque la protéine, il faut vraiment la voir comme un collier, un collier qui a une forme particulière. Et chaque perle de ce collier est un acide aminé. Et donc la tyrosine, c'est une des perles de ce collier, et c'est elle qui va servir à construire notamment la dopamine, qui va nous aider à avoir pas mal de dynamisme, à aller vers les autres, à entreprendre des choses, à se sentir bien, et qui va aussi participer aux hormones thyroïdiennes, qui servent à lancer le métabolisme et à tout un tas de choses. Et les halogènes, en fait, c'est une famille de nutriments ou d'éléments dans lesquels on va retrouver l'iode, le chlore, le fluor, par exemple. Et tous ces éléments rentrent en compétition. Ce qui fait que quand on a un dentiste au fluor, quand on a un dentifrice au fluor, on peut moins bien absorber l'iode, par exemple, parce qu'il va prendre sa place. Alors, iris paron, anneau de spasme, pas encore étudié, bah, comme ça, c'est fait. Les stries de stress, vessie sur œil gauche, estomac, côlon, taches brunes sur les bords. Qu'est-ce que vous en avez déduit de ces yeux-là? Mais oui, vous avez observé des choses. Iris paron, anneau limbique foncé autour de l'iris, affection hépatique. On pourrait peut-être aller voir du côté du foie, hein, effectivement. Effectivement. Alors déjà, j'ai envie de dire pour une approche très générale, on est sur un iris plutôt quoi? Bleu, marron, mixte, vert, jaune, rouge. Problème de son? Mince. Est-ce que vous m'entendez tous? Toutes et tous. Et toutes les bêtises que je raconte? Ouais, super. Super. Brigitte lève la main. Que veux-tu nous dire, Brigitte? Ok, le son est très bon. C'est parfait. J'ai pas mis mon micro de compète aujourd'hui, alors ça me rassure. Donc, on est sur un iris jaune, oui, c'est-à-dire mixte. En gros, on est plutôt sur quelque chose qui ressemblerait à du nerveux, du digestif. On va voir souvent, de toute façon, les deux sont imbriqués. Il y a des arcs de spasme, effectivement. C'est un terrain qui semble quand même plutôt assez sensible, une petite dominante nerveuse. On a une trame qui est fine, qui est quand même assez régulière. Il n'y a pas forcément des signes de fragilité structurelle très marqués. Il faut être rassurant hein, aussi dans nos bilans. On voit qu'il y a quand même de base une vitalité qui semble être bonne, en fait, justement, à la base. Mais le fonctionnement, il se fait plutôt sur un mode adaptatif. Et ça, on le voit d'ailleurs avec l'état d'alerte. On a quand même comment on pourrait dire ça? Une réactivité assez forte qui peut être faite face aux sollicitations externes, mais aussi internes. Et donc, qui peuvent aussi justifier cette fatigue. Il y a effectivement des arcs de spasme. On a aussi des radii solari, notamment au niveau cérébral, avec quand même quelques petits sillons assez marqués. On peut dire que le système nerveux, il est assez sollicité. On peut se demander à quel point c'est une personne en capacité à maintenir un état de calme et de sérénité. Et on parle de tendance. Et c'est ce que je dis même souvent en cabinet, c'est-à-dire que si on regardait les iris, si on avait regardé les iris de Gandhi ou de Bouddha, ça se trouve, on aurait vu aussi des arcs de spasme et des sillons. Et peut-être que c'est une tendance naturelle au stress, mais qui peut être bien évidemment contrebalancée par l'hygiène de vie et par ce qu'on met en place. On n'est jamais dans quelque chose dans une fatalité, bien évidemment. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait d'ailleurs. On ne servirait pas à grand-chose. Mais en tout cas, il y a quand même une petite alternance là, entre les phases de tension, des phases d'épuisement. Au niveau du système nerveux autonome, alors on en a déjà parlé, mais il semble quand même assez sollicité. Et puis, il y a ces petits signes là qui montrent la présence du mental, des cogitations, on voit à midi justement, et avec une sphère nerveuse qui pourrait éventuellement avoir un impact sur la sphère digestive, et aussi donc sur l'immunité, et puis après sur tout ce qu'on a vu en termes d'inflammation, etc. Voilà, en gros. Faire les grandes lignes, est-ce qu'on pourrait... ouais, je pense que c'est déjà bien là pour les grandes lignes, c'est pas mal. Mais vous reverrez ça plus en détail en plus. Ah bah super, ça commence à réécrire n'importe quoi sur mes diapos. On avait eu ce problème, je crois, une fois. Bon, c'est pas grave.
C'était que les numéros. Vous verrez l'iridologie plus en détail avec Patricia. Alors, voici les hypothèses que je vous proposais pour ce premier cas. Donc, la première chose pour moi à rééquilibrer, on était vraiment sur le statut martial et on était d'accord avec plusieurs d'entre vous où il fallait optimiser le statut en fer. C'était non négociable, en fait, hein, parce qu'il y avait quand même plusieurs signes qui montraient ça. On sait que le fer intervient dans le transport d'oxygène, on sait qu'il intervient justement au niveau de la mitochondrie, au niveau de la chaîne respiratoire de la mitochondrie, qui est ce qui va fabriquer l'énergie. On en a besoin pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, enfin pour la fonction thyroïdienne, pour la synthèse de la dopamine, on en a besoin pour l'immunité. Donc déjà, en fait, rien que ça, rien que le déficit en fer, semblait expliquer pas mal de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais déjà, en remontant le statut, on peut voir ce qui se passe. Et ensuite, on approfondit. On voit ce qui est réglé et ce qui ne l'est pas encore. Rien qu'avec ça. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vous avez une vidéo qui est assez longue, je crois à peu près 1 heure sur le fer, donc n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, justement, pour faire le lien avec ce cas pratique. Allez voir la vidéo sur le fer dans le module micronutrition. Comme ça, tout de suite, vous allez engrammer encore mieux l'apprentissage. L'axe neurovégétatif, qui était à mon sens un axe important aussi parce qu'il y a des malaises vagos anciens, parce qu'il y a une hypersensibilité émotionnelle, parce qu'il y a une hyperréactivité au stress, un sommeil qui est là, mais on ne sait pas à quel point il est récupérateur. D'ailleurs, oui, jambes sans repos. Je me demande si... Oui, on avait parlé de ça, des jambes sans repos. Ça peut être lié au fer aussi. J'y pense là. Je me demande si on n'avait pas évoqué ça. Et donc, on était quand même dans un profil un peu typique d'un dérèglement en fait à ce niveau-là. Alors que c'est quand même le nerf vague notamment et le système nerveux parasympathique qui va favoriser la récupération. Ça vous parle là tout ce que je vous dis pour l'instant? Bon, je reprends du coup un petit peu ce qu'on a vu, mais... Bon, la digestion, on en a parlé. On avait vu d'ailleurs qu'il y avait sans doute une petite hypochloridrie, en tout cas un petit ralentissement là au niveau de l'estomac, qu'elle mâchait assez vite, pas très bien, enfin pas très bien, elle ne mâchait pas assez, c'est plutôt ça que je voulais dire, et qu'elle mangeait plutôt vite. Donc il y a aussi sans doute quelque chose à améliorer à ce niveau-là et qu'on peut faire même dès la première séance. Là, les 3 premiers axes, par exemple, ça, ce sont des choses qu'on peut faire très facilement dès la première séance. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si on apporte suffisamment de fer, par exemple, dans l'alimentation, si l'estomac est fatigué, bah, le fer, on ne l'assimile pas. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, on va aussi avoir besoin d'optimiser les capacités digestives pour le fer, pour la B12, pour les protéines, bien évidemment. Et on va avoir besoin sans doute d'optimiser un petit peu son statut en protéines. Et puis, plus l'estomac est ralenti, plus il va y avoir des déséquilibres aussi au niveau de l'intestin qui peuvent favoriser l'entretien du terrain inflammatoire qu'il semble y avoir chez cette personne. Donc, on va avoir besoin aussi de corriger cet axe-là. Alors, Maria nous dit syndrome des jambes sans repos ponctuel, supplémenté en fer ou en magnésium. Ça dépend. Alors, en fait, c'est souvent le fer qui est problématique. Le magnésium, on va plutôt tendre vers les crampes quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, le muscle n'arrive pas à se relâcher. Mais généralement, il y a quand même un petit lien avec le fer et avec la dopamine, d'ailleurs. C'est pour ça que, de toute façon, comme il y a un lien fer-dopamine, c'est aussi encore plus facile de faire le lien avec le syndrome des jambes sans repos. Le magnésium, on est quand même plus vers les crampes. Il y a des personnes qui sont améliorées par la silice aussi, pour le syndrome des jambes sans repos. Quand en fait, tout est nickel à ce niveau-là, au niveau fer, au niveau dopamine. Mais bon, c'est encore une autre voie, ça. Mais très, très souvent, ça vient nous parler du fer. On ne va pas supplémenter en fer juste parce qu'il y a un syndrome des jambes sans repos. D'ailleurs, on ne supplémente jamais en fer sans bilan. Ou alors, ça peut être une personne qui vient vous voir, elle a eu un bilan avec son médecin, qui lui a conseillé un complément alimentaire de fer qu'elle ne tolère pas. Parce que très souvent, ce qui va être conseillé, ça va être des sulfates ferreux, type thymophérols, tardiféron, etc., qui sont parfois très, très mal assimilés et très, très mal tolérés. Et à ce moment-là, on peut se permettre de changer parce qu'on est sur du complément alimentaire. Et parce que la personne présente un inconfort. Et dans ces cas-là, voilà, là, c'est une possibilité, mais on ne supplémente jamais sans bilan. Parce que même s'il y a des signes cliniques, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, si jamais il y a un terrain inflammatoire,
la ferritine va être séquestrée. Donc, on va avoir une ferritine qui explose, mais si on n'a pas de bilan, on ne pourra pas le savoir. Ce qui fait que nous, on va apporter du fer en plus pensant bien faire les choses, mais en fait, on va ajouter du feu à l'inflammation, parce que le fer peut aussi avoir un effet pro-inflammatoire. Et l'idée, là, c'est plutôt d'agir sur l'inflammation. Comment garder au maximum le fer seulement avec un supplément ou une association de suppléments ou autre? Alors, et après, je vois fer, bisglycinate et vitamine C. Ouais, alors, tout est développé justement dans le cours en micronutrition et on parle d'ailleurs de ce débat vitamine C par rapport au fer parce que la vitamine C vient aussi, alimenter, favoriser une réaction, la réaction de Fenton. Et il y a débat. Mais par contre, il y a des formes qui sont extraordinairement bien faites. Vous avez des complexes qui sont vraiment superbes. On est effectivement plutôt sur du fer bisglycinate, mais vraiment, il y a des complexes qui sont très, très, très intéressants. Je ne sais pas si je peux donner des noms ici. Et puis dans l'alimentation. Donc dans l'alimentation, alors on va avoir par exemple les abats, le canard qui est une des viandes les plus riches en fer. On va avoir aussi au niveau du fer végétal, tout ce qui va être légumineuse, etc. Et finalement, généralement, c'est où on retrouve les protéines. On va retrouver du fer. Par contre, le fer végétal, on doit systématiquement l'associer avec de la vitamine C, donc avec des crudités pour qu'il soit bien assimilé. Et il faut éviter ce qu'on appelle les chélateurs. Si vous prenez votre magret de canard avec un verre de vin rouge ou avec votre thé vert, ce qui est moins courant, mais somme toute, avec tout ce qui est astringent, en fait, tout ce qui vient resserrer les tissus, vous n'allez pas assimiler le fer. Donc, on essaye d'éliminer justement thé vert, vin rouge, tout ce qui va être astringent pendant le repas qui contient du fer. Alors, je dois me rendre à la masterclass création d'entreprise par Cynthia. Excellente journée à toi aussi, Laurane. Bon courage. Et jamais avec le zinc. Sauf quand... Alors, vous avez des compléments qui sont bien faits. Effectivement, le zinc et le fer dans l'alimentation ou quand on est sur des formes organiques, on va éviter parce qu'elles prennent le même bus. Et il peut y avoir compétition. Elles ne veulent pas forcément se retrouver dans le même bus. Et puis, du coup, il y en a une qui met l'autre dehors. Bref. Quand vous avez des complexes avec du bisglycinate de fer et du bisglycinate de zinc, c'est OK. Parce que là, en fait, chacune est déjà dans son bus. Donc, il n'y a pas de compétition. Et le zinc et le cuivre aussi sont importants dans le métabolisme du fer à l'intérieur de l'organisme. Et tout ça, c'est expliqué en long, en large, en travers, justement, dans la vidéo sur le fer. Donc, vraiment, allez la voir parce que ça va faire le lien avec ce cas pratique. Mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire jamais le faire avec le zinc. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qu'on entend beaucoup. Après, on ira peut-être creuser un petit peu plus au niveau de la micronutrition, mais déjà, on doit attendre son bilan alimentaire. Donc, ça va nous donner quand même des infos aussi à ce niveau-là. On garde en tête le terrain inflammatoire. Déjà, en mettant en place ce qu'on met en place, la régulation du système nerveux autonome, la mastication, prendre les repas dans le calme, une alimentation adaptée. Tout ça, ça se fait sur des semaines, voire des mois. On voit déjà au niveau inflammatoire s'il y a des choses qui s'améliorent ou pas, avec des oméga-3, avec tout ça, tout ce qu'on va mettre en place, on voit, mais on le garde en tête pour la suite. Et puis, éventuellement, on va voir au niveau endocrinien si effectivement la thyroïde a besoin de soutien ou pas. Mais alors là, on est dans le très, très, très long terme et franchement, vous allez adapter tout ça à votre suivi. Voilà. Alors là, c'était les questions complémentaires pour affiner justement votre bilan. Donc, l'idée, c'était aussi de savoir, par exemple, ça, c'est des idées de questions à poser dont vous n'aviez pas les réponses dans la présentation. C'était par exemple de savoir à quel moment la fatigue se présentait. L'assiette, on en a parlé. Tout ce qui est en lien avec la glycémie, justement. Alors, est-ce qu'il y a des hyper, des hypos, est-ce qu'il y a des fringales, est-ce qu'il y a des coups de mou à 11 heures ou après manger, etc. L'histamine, on en a parlé, donc on peut prendre par exemple notre liste d'aliments riches en histamine et on en reparlera, on fera des cours dessus, on pourra même faire un live dessus si vous le souhaitez pour en parler. Et puis, on a parlé de tout finalement. Tolérance au froid, à la chaleur, on n'en a pas parlé forcément, mais voir effectivement comment elle se situe par rapport à ça, est-ce qu'elle arrive à bien récupérer, enfin bref, là c'est absolument pas exhaustif, mais c'était un exemple de question que vous pouviez poser.
Alors, vidéo sur le fer, dispo sur YouTube ou sur la plateforme? Sur la plateforme. Donc, vous avez le module micronutrition et dedans, vous allez dans minéraux, non, dans oligo-éléments et vous avez une vidéo complète sur le fer où je vous explique tout en long, en large, en travers et vous allez pouvoir en rêver cette nuit. Et moi qui prenais des cures de fer et de zinc. Alors, ça dépend quelles sont les formes. Bisglycinate, ça va. Et on peut prendre, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais fer le midi, zinc le soir. Et vous verrez aussi dans la formation que le zinc, maintenant, quand on le prend en unitaire, il vaut mieux le prendre tous les 3 jours. Quand il est dans les complexes, on ne prend pas la peine d'appliquer cette règle, mais il vaut mieux le prendre tous les 3 jours pour ne pas saturer les récepteurs au zinc, parce que sinon, il y a un rétrocontrôle et puis le corps, il se dit, mais en fait, j'ai plus besoin d'en assimiler autant et il bloque. Donc, au final, c'est pour ça on pensait que le zinc remontait vraiment très, très, très lentement, mais en fait, non, on comprend maintenant que c'est le fait d'en apporter tous les jours qui fait qu'à un moment donné, ça bloque et qu'il vaut mieux en apporter tous les 3 jours pour que le corps, justement, l'absorbe vraiment. Porter un capteur de glycémie serait pas mal. Ouais, c'est très intéressant. Moi, je vous encourage à tester ça, hein. Mais on pourra en reparler aussi. Parce que c'est toujours bien de voir comment on réagit par rapport à notre mode de vie, comment notre glycémie réagit, et vous pourrez être surpris, vraiment. Donc, pour voir où on en est, où en est son métabolisme du sucre, oui. Angela nous dit « Merci pour tout, je dois vous laisser, bonne fin d'après-midi ». Moi aussi, je vais devoir vous laisser, alors on va finir. Je me dis, j'ai du boulot qui m'attend encore aussi, mais je suis tellement bien avec vous à parler de tout ça. Bon, ouais, finalement, voilà, on avait nos axes là déjà, qui sont un petit peu modélisés autrement. Ah, c'était ici que j'avais écrit mes petites fleurs de bac, parce qu'en fait, les fleurs de bac que je lui ai conseillées, alors, on n'était pas sur une séance de fleurs de bac, d'accord? Donc, tout ce qui a pu émerger au niveau psycho-émotionnel n'a pas été forcément creusé, etc. On est sur des choses de surface, là. Ça méritait bien évidemment de prendre plus le temps. Et en fait, les fleurs que j'avais choisies, c'était vraiment pour, on pourrait dire, accompagner, réharmoniser son fonctionnement, on aurait pu dire émotionnel naturel, je ne sais pas si on peut le formuler comme ça, et toujours en la rassurant aussi, c'était pour qu'elle s'adapte mieux, mais ce n'était pas pour chercher à la changer, elle. On a eu besoin un petit peu d'échanger par rapport à ça. Je lui avais conseillé Oli et Verveine pour soutenir ce profil très engagé, très sensible, très investi, qui peut ressentir finalement intensément les choses, ce qui l'entoure aussi, et qui peuvent parfois se laisser traverser par des émotions fortes, par des tensions, et qui peuvent parfois se manifester vers l'extérieur, et notamment à travers la colère, des choses comme ça. Donc, qui n'a pas été trop évoqué, je crois, dans la présentation, mais en tout cas, c'est des choses qu'on avait vues ensemble. J'avais conseillé Mimulus aussi, alors, enfin, on fait un mélange, on conseille un mélange quand c'est comme ça, plutôt par rapport à l'aspect sensibilité face à des inquiétudes assez concrètes, face à des situations justement qui lui demandaient beaucoup d'adaptation, pour renforcer aussi son sentiment de sécurité intérieure. Et puis Walnut aussi pour plutôt être dans une espèce de protection. Alors, il y avait plusieurs choses pour Walnut, parce que je me disais en même temps, c'est ce qui va permettre aussi de favoriser un petit peu le passage à l'action. Je pense à d'autres fleurs aussi que j'ai conseillées, je crois que je n'ai pas écrit. Enfin bref, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et on est aussi dans cette idée de faire une petite bulle adaptable, bien évidemment, mais qui lui permette peut-être de s'émanciper de toutes ces influences et d'être toujours en état d'alerte, quoi. Là, l'idée, c'est qu'elle puisse aussi un petit peu se reposer par rapport à ça, où elle est dans un contexte où finalement, les relations, les histoires des autres, ça prend beaucoup de place. Là, l'idée, c'était plus de préserver son espace personnel, son énergie. Et on peut penser, par exemple, à Olive ou à Ambim, pour retrouver justement aussi cet élan. On a parlé, par exemple, mastication, la salivation, parce que ça nous donne une indication aussi sur le système nerveux autonome. On avait mis en place des respirations, des exercices respiratoires, par exemple, comme la cohérence cardiaque. Et très simplement, par rapport à sa digestion, en attendant aussi que le bilan alimentaire soit fait, donc mastication, salivation, et un petit peu de vinaigre de cidre, une cuillère à café avant le repas dans un verre d'eau, et on augmente progressivement 2 cuillères à soupe, et enfin, jusqu'à tolérance en fait, hein. Et ça permet un petit peu de relancer aussi la digestion. Pour les apports en fer,
Bon, évidemment, chez quelqu'un de végétarien, on ne va pas conseiller du boudin noir ou du canard. On va rester vraiment sur les sources végétales, donc plutôt légumineuses, le jaune d'œuf, les algues, le pollen, etc. En précisant que les sources végétales doivent être accompagnées de vitamine C. Et puis, on va éviter, comme je vous le disais, tout ce qui diminue l'absorption au niveau du repas, en fait. Donc, les produits laitiers, le thé, le vin, le café, le zinc, le cuivre, voilà, sous des formes organiques. Et puis, par exemple, les légumineuses, on peut aussi les tremper ou les faire germer ou pré-germer. Et ça permet d'optimiser aussi l'assimilation du fer, par exemple, ou la lactofermentation. Il y a des compléments qui sont aussi très intéressants. Et je crois qu'on avait mis en place également, alors je vous donne vraiment les grandes lignes, mais il me semble qu'on avait mis en place aussi la douche nasale, parce qu'elle était quand même très embêtée au niveau ORL et ça permettait, en attendant de travailler sur le terrain, déjà de nettoyer un petit peu ces muqueuses-là et de retrouver un filtre fonctionnel. Voilà, en gros. Et hop là, les petites étapes, finalement, qui reprennent aussi ce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat, où on va d'abord revitaliser. On ne va pas forcément corriger tous les déséquilibres, mais déjà, l'idée, c'est de sécuriser son énergie vitale, c'est de relancer son énergie vitale, parce qu'on a vu que son organisme, il tenait, mais que quand même, il y avait peu de réserve. Donc déjà, on va limiter les surstimulations. On voit dans son hygiène de vie ce qui peut être adapté pour qu'elle puisse avoir un petit peu cette bulle là de réserve, de protection, de régénération. On va stabiliser son système nerveux autonome et puis d'autre part, on va pouvoir renforcer les bases, le sommeil éventuellement, même si on a vu qu'a priori il était bon, son rythme de vie, ce qui va se passer dans l'assiette, les protéines, le fer, la digestion bien évidemment. Et puis tout ce qui se passe en fait au niveau émotionnel. Et ensuite, on va sur un soutien peut-être un petit peu plus ciblé au niveau micronutrition, etc. Enfin bref, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Éventuellement, voilà, accompagner la digestion, accompagner la thyroïde. La thyroïde, à voir, à vérifier. Si jamais il y a un bilan. De toute façon, il y aura un bilan en ferritine qui sera fait, un bilan martial qui sera fait. Donc, si elle peut en profiter pour avoir un petit bilan thyroïdien, ce serait pas mal. Et puis après, on ajuste progressivement en fonction de ce qui émerge de ce suivi. Et enfin, et après, je vais lire vos petits messages avant de m'envoler et de vous libérer aussi. Ça, voilà, c'était les petites pistes d'exploration complémentaires et je vous ai mis en gras d'ailleurs justement la recherche d'infections froides type EBV. C'est une piste quand même qu'il faudra qu'on garde en tête. Mais sinon, tout ça, on en a déjà parlé. Et en ce qui concerne les bilans biologiques, alors de toute façon, le bilan martial, parce que là, on n'avait que la ferritine en plus. Alors, CRP-US, ce n'est pas le bilan martial, mais c'est un marqueur de l'inflammation. Donc, ça peut aussi nous intéresser. Le bilan thyroïdien, justement, si on veut aller plus loin à ce niveau-là, les vitamines B et la vitamine D. La vitamine D, moi, je vous encourage vraiment à la faire régulièrement, régulièrement, 1 à 2 fois par an. Même pour vous, ce n'est pas remboursé, sauf dans les cas d'ALD ou dans des accompagnements particuliers. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Et franchement, souvent, ça a le mérite d'être fait. Et puis, si on veut aller vérifier aussi un petit peu plus le métabolisme, donc soit avec un capteur, qui est, à mon sens, la meilleure des méthodes, mais on peut aussi faire un petit check au niveau sanguin. Et puis, éventuellement, on peut aussi se mettre en relation ou mettre cette personne en relation avec d'autres professionnels, voilà, qui ont tout à fait leur place ici. Alors, ça y est, on a fini notre cas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais lire vos petits messages là en attendant. Oh, je vois encore des petits pouces, c'est chouette ça. Alors, on ne parle pas de tout de sa fragilité ostéo-articulaire depuis le début. Alors, les hypothèses, en fait, là, on serait quand même plus sur de l'inflammation, à voir. Mais justement, ce qu'on se dit, c'est que là, en travaillant sur ce terrain-là, on voit comment ça améliore. Mais ça ressemble beaucoup à des douleurs inflammatoires. Et par exemple, pour savoir, dans les questions à poser, on peut se dire, est-ce que ces douleurs articulaires arrivent plutôt le soir avant de se coucher? Est-ce que c'est plus la journée avance et plus elle a mal? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt le matin au réveil qu'elle va avoir mal? Le matin au réveil, souvent, c'est plutôt un signe d'inflammation. Et il faut savoir que les infections froides peuvent favoriser les douleurs ostéo-articulaires. Donc, finalement, même si on n'en a pas parlé directement, on a parlé de ce qui peut les causer. De ce qui peut les causer. Ça y est, je commence à bugger. Alors, je dois également y aller. Merci à tous d'avoir été présents. Les fleurs de Bach. Donc, il y avait walnut,
Oli, verveine. Ah, aidez-moi. Mimulus. Mimulus. Et je ne sais plus si c'était hornbeam et olive. Pour relancer justement l'énergie aussi. Éviter les oxalates pour les douleurs articulaires. Ouais, les oxalates, ils peuvent être en lien. Effectivement. Il y a plein de choses qui peuvent être en lien. L'histamine aussi, par exemple. Tiens. Voilà, encore un autre truc. Fatigue oculaire, antécédents familiaux. Oui, et je l'avais. Alors, c'est marrant parce que, exactement, j'avais mis ophtalmo. Et tout à l'heure, quand j'ai relu ma diapo, j'ai dit pourquoi j'ai mis ophtalmo. Du coup, je l'ai enlevé. Mais oui, Laura. Très bien. Et je l'ai enlevé 10 minutes avant le live. Hein, donc, très bien, Laura. Je suis d'accord. Les réduire, pas les éviter. Pour les oxalates, ouais. Ouais, complètement. Bah, de toute façon, c'est rare qu'on soit dans une politique d'éviction, sauf cas très, très particulier, de quoi que ce soit, hein, d'ailleurs. On peut revoir la diapo précédente. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Vous l'aurez hein, normalement, je pense, cette diapo-là. Et il y aura le replay et tout ça. L'aroma, mais oui, tous ces accompagnements, la bien-être, les rituels bien-être, les automassages, tout ça, mais oui. Petit grain bigarade, extraordinaire pour rééquilibrer le système nerveux autonome. La lavande vraie, j'imagine, qui est très enveloppante en caractérologie. En plus, c'est vraiment celle qui a la symbolique de l'énergie maternelle, mais l'énergie maternelle enveloppante, rassurante et l'ilang-ilang qui est aussi très intéressante pour travailler sur l'équilibre nerveux, sur l'anxiété, sur la créativité. En plus, c'est une personne qui a un profil très créatif, alors c'est possible qu'elle apprécie l'ilang-ilang. Pour les yeux aussi, les cristaux vont dans les yeux. Dans l'iridologie, ah oui, tout à fait. Oui, et puis oui, par rapport au terrain en plus aussi, ceci dit. Mm. La piste des oxalates, elle est vraiment intéressante à creuser. Et puis en plus, il y a eu toute une mode, là, par exemple, autour des jus, etc. Et en fait, il y a eu beaucoup d'intoxication. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais d'intoxication aux oxalates, du coup. Parce que forcément, quand on cherche à sortir un petit peu de ce que la nature a prévu pour nous, même en faisant des choses a priori healthy et tout ça, ben, on se rend compte aussi que ça peut créer des déséquilibres. Toxique Veggie, du docteur Norton, ça me dit quelque chose, ça. En phyto, passiflore, griffonia et scoltia. Tout à fait. Des plantes comme ça qui peuvent aussi aider à apaiser et à rééquilibrer. Ouais. Bah, je suis très contente. Franchement, merci pour ce cas-là. Merci d'avoir été présent. Merci pour votre participation, pour vous être pris au jeu. Donc, on se retrouve. Oh, je n'ai plus la date. Je crois que c'est le 26 mars. Ça doit être, oui, fin mars. Bon, vous serez normalement informés. Vous avez le calendrier aussi sur la page Facebook. Je ressors juste mon petit calendrier. Je vais vous donner nos prochains rendez-vous ensemble. OK? Le 4 mars, on se retrouve à 17 h, c'est un mercredi, pour un live thématique sur le sujet de votre choix. Je crois que celui qui est en train d'emporter le suffrage pour l'instant, c'est celui sur les douleurs articulaires. Je ne veux pas dire de bêtises, mais allez sur le groupe Facebook et puis vous allez voir, vous pouvez voter, ça a le temps de changer d'ici là. Donc, le 4 mars à 17 h pour notre live. Le jeudi 12 mars à 15 h pour notre table ronde. Donc, vous recevrez le formulaire pour poser vos questions le 28 février, je pense, normalement, parce que c'est le dernier jour du mois. Donc, prenez le temps de remplir. Comme ça, moi, après, je vous prépare un truc aux petits oignons et puis on se retrouve, on peut échanger du mieux qu'on peut en fonction du nombre qu'on est. Et on se retrouve pour notre cas pratique le jeudi 26 mars à 15 h où je vous présenterai un nouveau cas donc que que je vous ai préparé en plus aujourd'hui et je pense qu'il va vous plaire. En tout cas, j'espère. J'espère que ce format vous plaît, même si je suis consciente qu'il peut y avoir des petites améliorations à faire et notamment au niveau de la technique et tout ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, Maëva. C'était super intéressant. Merci. Merci Maëva, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci Maëva, toujours un plaisir. Mais qu'est-ce que vous êtes gentil. Moi, ça me fait trop plaisir aussi de voir tous vos petits messages en plus. Belle fin de journée à tous. J'ai parlé du 15 mars? Je ne sais plus. Du 12. Le 12. Non, le 15 est un dimanche. Christophe, je ne serai pas là.
Merci Maëva, toujours très intéressant. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop dispersée. Je sais que je suis partie aussi un petit peu dans tous les sens, mais j'ai envie à chaque fois de rebondir sur des choses qu'on voit, des choses que vous me dites. Et j'espère que vous trouvez quand même matière à travailler et que ça vous apporte des choses. Ravie d'avoir participé, même si je n'ai pas fait tous les cours encore. Mais c'est très bien, au contraire. Intéressant, plus. Le format est top. Merci Maëva. Bah, je suis ravie que ça vous plaise. Merci. C'est très concret, très concret et apprécié. Belle fin de journée. On a beaucoup appris. Merci pour tout. Ah, bah, je suis très, très contente. Super. Je vois tous les merci. J'ai pas tout compris, c'est pas grave, Marie. J'ai commencé il y a peu, je n'ai pas tout compris, mais merci. Tout va s'éclaircir au fil du temps. Vous allez pouvoir faire des liens entre la pratique, la théorie, tous les cours, les lives, etc. Tout va s'éclaircir. C'est normal au début de se dire waouh, c'est beaucoup d'infos. Et Catherine, grâce à toi, j'ai eu mon diplôme. Grâce à toi, tu as eu ton diplôme, Catherine, bravo. C'est surtout ça. Cela rend concret et motivant la formation. Mais oui, je suis assez d'accord. Merci encore, c'était super. Merci Christophe. Merci beaucoup. J'ai hélas raté une bonne partie, mais ce que j'ai entendu était top. C'est un format parfait. Je suis très, très satisfaite. Merci. Ah, ça me fait très plaisir. Pour celles et ceux qui n'ont pas tout vu ou quoi que ce soit, rassurez-vous, ce sera disponible en replay. Normalement, ce sera mis sur la plateforme de formation. Et vous l'aurez aussi, il me semble, sur YouTube. Merci beaucoup, ça motive. Merci. Bah, merci à vous toutes et à vous tous. Je vais pouvoir vous libérer maintenant, même si à chaque fois j'ai toujours du mal à vous lâcher. Hein. Finalement, je suis bien aussi avec vous. On se retrouve, donc je vous ai dit, je ne sais plus, le 4 mars pour notre live. N'hésitez pas à voter, à proposer vos sujets. On se retrouve ensuite pour notre table ronde, puis pour notre cas pratique. Ça va vous laisser un petit peu de temps pour visionner tout ce que je vous ai dit de visionner, le métabolisme du fer notamment, qui est vraiment à mettre en lien avec cette classe-là. Je pense que ça va être très intéressant pour vous de pouvoir faire ce lien-là. Et ça vous fera une petite pause et je vous présente un nouveau cas super intéressant la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Belle fin de journée. Au revoir, Maëva. Au revoir, Christophe. À bientôt. À bientôt.